Vous vous souvenez de votre premier téléphone portable? Pour beaucoup, ce souvenir est lié à un modèle de téléphone Nokia, icône qui n'a pas seulement marqué l'ère des téléphones portables, mais qui a aussi défini une génération avec son célèbre jeu du serpent. Nokia a atteint son apogée en 2008, générant plus de 76 milliards de dollars de revenus et s'imposant comme le leader absolu du marché de la téléphonie mobile. Cependant, cette histoire de succès n'est pas faite que de triomphes. Dans les années qui ont suivi, Nokia a connu une chute vertigineuse, flirtant avec la faillite. Alors que les dirigeants quittaient l'entreprise, les revenus chutaient et elle perdait sa domination sur le marché. Même après l'effondrement, l'entreprise a réussi à se réinventer. Et bien que beaucoup pensent qu'elle a fait faillite, Nokia reste active, générant des milliards de dollars de revenus. Mais la question qui se pose est la suivante. Comment une entreprise qui dominait le monde de la téléphonie a-t-elle pu s'effondrer aussi rapidement? Et qui est responsable de sa chute? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment une seule personne a contribué à la chute de Nokia et comment l'entreprise a réussi à se réinventer pour revenir sur le marché technologique. Sitting in the basement apartment I rented with you. L'essor de Nokia. La société Nokia a été fondée en 1865 en Finlande, axée sur les télécommunications et la technologie. À la fin des années 1990, Nokia est devenu le plus grand fabricant de téléphones mobiles au monde, dépassant des entreprises géantes du marché et se hissant au sommet pendant plus de 10 ans. Nokia est ainsi devenue la reine des téléphones portables. Partout dans le monde, il était courant de voir quelqu'un avec un modèle de Nokia entre les mains, car ils étaient les téléphones les plus populaires de l'époque. D'ailleurs, elle détient le record du téléphone le plus vendu de tous les temps, le Nokia 1000 avec 255 millions d'unités vendues dans le monde entier. À mesure que les téléphones portables devenaient plus populaires, Nokia grandissait. Pendant plusieurs années, elle était responsable de 50% de toutes les ventes de téléphones mobiles dans le monde. En 1996, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élevait à 7,5 milliards de dollars. Et en 2008, elle a atteint son apogée avec 76 milliards de dollars. Au début des années 2000, Nokia détenait 30% du marché des téléphones mobiles et son principal concurrent était le géant Motorola. Cependant, malgré sa domination du marché, un événement est survenu et a directement impacté Nokia, entraînant la chute de son règne peu de temps après. En 2007, lors d'une conférence de presse, une autre marque a dévoilé un nouveau produit qui allait bouleverser toute l'industrie et, surtout, sceller le destin de Nokia, Apple, avec le lancement de son premier iPhone. Dès son lancement, le nouveau produit d'Apple a immédiatement attiré l'attention du public et des marques concurrentes. Il était totalement différent des modèles classiques de Nokia qui étaient alors les plus vendus. L'iPhone était plus élégant et offrait une expérience utilisateur unique, étant beaucoup plus rapide que les autres. De plus, il a introduit des changements révolutionnaires dans l'industrie, notamment l'écran tactile, le fameux touchscreen, qui était alors une grande innovation. Les modèles de smartphones étaient nouveaux sur le marché, ce qui permettait à Nokia de s'adapter et de créer de nouveaux téléphones pour suivre la tendance. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Des rapports internes ayant fuité ont révélé que l'entreprise ne prenait pas le lancement de l'iPhone au sérieux et n'était pas du tout inquiète. Bien au contraire, elle considérait l'iPhone comme une tendance passagère, car c'était un téléphone coûteux à fabriquer, ce qui le rendait encore plus cher à la vente. De plus, les ingénieurs de Nokia affirmaient que l'iPhone ne passerait pas les tests de chute. En réalité, Nokia croyait fermement que l'iPhone resterait un produit de niche et qu'il ne séduirait pas le grand public. Après tout, à cette époque, Nokia était déjà une entreprise bien établie, reconnue pour la durabilité de ses produits et jouissant d'une grande confiance de la part des consommateurs. Cependant, avec ces innovations, les préférences du public ont également changé, favorisant de nouveaux modèles et marques de téléphones. Les consommateurs ont commencé à délaisser les téléphones classiques de Nokia au profit de produits plus modernes, comme l'iPhone. Cela a conduit Nokia à voir ses clients migrer vers les smartphones. L'arrivée de l'iPhone et d'autres smartphones concurrents a profondément transformé l'industrie. En 2008, HTC, en partenariat avec Google, a lancé le HTC Dream, le premier téléphone fonctionnant sous le système d'exploitation Android. À ce moment-là, Nokia a réalisé qu'elle avait peut-être sous-estimé l'iPhone. L'entreprise a compris qu'elle devait effectuer des changements stratégiques, car d'autres sociétés lançaient leurs propres smartphones pour rivaliser directement avec Apple.
C'est alors que Nokia a lancé son premier smartphone, le N97, qui possédait un appareil photo de 5 mégapixels avec flash LED, un écran tactile, un clavier coulissant, un stockage de 32 gigaoctets supérieur à celui de l'iPhone à l'époque, un GPS, le Wi-Fi et le Bluetooth. Nokia était convaincu que ce nouveau modèle serait un succès. Cependant, la réalité a été tout autre. Le public ne l'a pas trouvé si intéressant et, pire encore, il présentait des problèmes avec son écran tactile. Un autre point négatif était son système d'exploitation, le Symbian, qui offrait peu d'applications compatibles, tandis que l'iOS d'Apple comptait déjà plus de 100 applications sur l'App Store. L'accumulation de ces problèmes a conduit à un échec total du N97. C'est à ce moment-là que Nokia a compris qu'il fallait des changements significatifs pour éviter la faillite. Elle avait raté le bon moment pour entrer sur le marché des smartphones, se retrouvant très en retard par rapport à ses concurrents. Stratégie avec Microsoft. L'une des décisions majeures est survenue en septembre 2010, lorsque Nokia a annoncé son nouveau PDG, Stephen Elop, un ancien cadre de Microsoft ayant connu un grand succès dans l'entreprise. Nokia espérait que son arrivée apporterait des changements positifs et sauverait l'entreprise. Effectivement, Elop a introduit des changements, mais ceux-ci ont aussi entraîné des conséquences. Lors de son premier jour en tant que PDG, Stephen Elop a convoqué une réunion obligatoire avec toute l'entreprise. Il a interdit la prise de photos ou d'enregistrement pendant son discours. Il a expliqué comment Apple avait révolutionné le marché et a également souligné que le Symbian n'était pas un système compétitif face aux Android et iOS. Il a aussi critiqué la lenteur de Nokia dans le développement de nouveaux produits et affirmé qu'il était nécessaire de reconstruire le leadership de Nokia sur le marché. Bien que l'interdiction d'enregistrer ait été strictement appliquée, avec des agents de sécurité surveillant la salle, le discours d'Elop a fuité et s'est retrouvé dans le domaine public. Cette fuite a encore dégradé l'image de la marque, exposant aux consommateurs et aux investisseurs que Nokia était en grande difficulté. Toutefois, Elop n'était pas inquiet. Il savait qu'avec Nokia en crise, il pourrait imposer ses décisions plus facilement. Lors d'une réunion du conseil d'administration quelques jours plus tard, Elop a proposé que Symbian ne soit plus utilisé comme système d'exploitation des téléphones Nokia. Restait alors une question cruciale. Par quel système le remplacer? La solution la plus évidente était Android, déjà adopté par plusieurs concurrents et principal rival d'iOS. Mais Nokia a pris une autre décision qui allait changer son destin à jamais. Elle a choisi Windows Phone, le système de Microsoft. Selon Elop, il n'y avait pas le temps d'ouvrir des négociations avec Google pour utiliser Android. En revanche, une collaboration avec Microsoft était plus rapide et logique, car Elop entretenait des liens étroits avec l'entreprise après y avoir travaillé. Lorsque l'accord entre Nokia et Microsoft a été signé, il a été décidé que Nokia fournirait le matériel, hardware, serait responsable du marketing et de la recherche et développement, et utiliserait exclusivement le système Windows Phone. En échange, Microsoft a injecté plusieurs milliards de dollars dans Nokia en février 2011. Peu après, Nokia a annoncé le lancement de ses nouveaux smartphones sous Windows Phone 8, les Lumia 800 et Lumia 710. Nokia croyait fermement que ces téléphones, avec leur système exclusif, lui permettraient de reprendre une place dominante sur le marché, mais cela ne s'est pas produit. La situation de Nokia s'est encore aggravée. La grande chute de Nokia. Les modèles Lumia, malgré leur interface unique, ont été perçus comme trop différents, au point que le public n'a pas réussi à s'y adapter. Les consommateurs, déjà habitués au système Android et iOS, n'ont pas été séduits par l'expérience Windows Phone, jugée peu intuitive et encore en cours de développement. En plus de cela, Microsoft a imposé des restrictions à Nokia. L'entreprise ne pouvait utiliser qu'un processeur à cœur unique, tandis que ses concurrents utilisaient des processeurs plus puissants comme les dual-core et quad-core. Le manque de puissance, combiné à un espace de stockage limité, un manque d'applications et l'absence de caméra frontale, a aggravé la situation. Ces défauts ont dissuadé les consommateurs, qui ont préféré se tourner vers d'autres marques. Nokia est arrivé trop tard sur le marché, et la majorité du public s'était déjà fidélisé aux smartphones sous Android ou iOS. Windows Phone a été considéré comme inférieur, et les ventes des Lumia ont été un échec.
Entre novembre 2011 et avril 2014, Nokia a vendu environ 52 millions d'unités du Lumia, un chiffre respectable, mais dérisoire face à Samsung, qui vendait autant de smartphones en seulement 2 mois. Le mauvais choix stratégique de Nokia a conduit à une perte financière colossale. En 2011, Nokia a enregistré une perte de 523 millions de dollars au deuxième trimestre, alors qu'un an plus tôt, elle avait encore un bénéfice de 323 millions de dollars. La décision d'adopter Windows Phone imposée par Stephen Elop a été vue comme un énorme échec. Beaucoup au sein du conseil d'administration estimaient qu'Elop avait agi de manière trop indépendante et n'avait pas suffisamment consulté l'équipe dirigeante. Il a été accusé d'avoir privilégié Microsoft au détriment des intérêts de Nokia. En moins de 5 ans, la part de marché de Nokia est passée de 33% à moins de 3%. De plus, les actions de l'entreprise ont chuté de 62%, une perte équivalente à 5 milliards d'euros. Face à ce désastre, Stephen Elop a quitté Nokia en 2014 et est retourné chez Microsoft. Peu de temps avant son départ, en 2013, Microsoft a racheté la division mobile de Nokia pour 7,2 milliards de dollars. Toutefois, cet accord n'a bénéficié ni à Microsoft ni à Nokia, mais c'est Nokia qui a le plus souffert. En 2016, Microsoft a revendu la division mobile acquise auprès de Nokia pour seulement 350 millions de dollars. Pendant ce temps, Nokia a perdu 4,9 milliards d'euros et a vu partir ses principaux cadres. Peu à peu, le public a commencé à oublier la marque. La renaissance de Nokia. Malgré cette déchéance, Nokia possédait encore un secteur rentable et stable, les solutions et réseaux télécoms. Son directeur exécutif, Air Suri, qui travaillait chez Nokia depuis 1990, a été nommé PDG en 2014. Son objectif était clair, sauver ce qu'il restait de Nokia. Suri a mis en place une stratégie radicale, réduire considérablement les coûts, restructurer l'entreprise et se concentrer sur le secteur technologique. Il a misé sur le développement du réseau 5G, une technologie qui pourrait faire renaître Nokia. Veux-tu que je continue jusqu'à la partie finale sur la Nokia actuelle et HMD Global, la nouvelle stratégie de Nokia? À partir de là, Nokia a changé de cap. En 2015, l'entreprise a acquis Alcatel-Lucent pour 16 milliards de dollars, une société spécialisée dans les télécommunications et les réseaux. Cette acquisition a été cruciale car Alcatel-Lucent possédait Bell Labs, l'un des laboratoires de recherche les plus prestigieux au monde, avec plus de 29 000 brevets. L'objectif de Suri était d'investir dans une technologie révolutionnaire qui permettrait à Nokia de se relancer, la 5G. Cette fois-ci, Nokia ne voulait pas arriver en retard sur le marché, comme cela avait été le cas avec les smartphones. Elle devait prendre les devants et dominer le secteur. Cependant, Nokia n'était pas seul dans cette course. Des géants comme Ericsson et Huawei investissaient également massivement dans la 5G et possédaient déjà des réseaux plus avancés. Mais en 2018, après des années d'investissement et de recherche, Nokia a dévoilé une innovation majeure, le chipset ReefShark. Ce processeur améliorait le traitement des données en 5G, réduisait les coûts de fabrication, diminuait la consommation d'énergie de 64% et triplait la capacité de transmission des données, passant de 28 gigabits par seconde à 84 gigabits par seconde. Cette avancée a renforcé la position de Nokia sur le marché de la 5G. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, Nokia a changé de public cible. Au lieu de vendre des produits aux consommateurs, l'entreprise a commencé à vendre des solutions technologiques aux entreprises. En 2018, Nokia a signé un partenariat avec NTT Docomo, la plus grande entreprise de télécommunications du Japon. Elle est également devenue fournisseur de réseaux 5G pour des géants comme AT&T aux États-Unis et Vodafone au Royaume-Uni. En 2020, Nokia avait déjà conclu plus de 100 accords commerciaux pour l'expansion de la 5G dans plusieurs pays, y compris le Brésil. En 2024, ce chiffre a dépassé 300 contrats. Aujourd'hui, Nokia contrôle 29% du marché mondial de la 5G. Hors Chine, grâce aux réformes de Suri, Nokia a retrouvé sa stabilité financière. En 2013, avant son arrivée à la tête de l'entreprise, les revenus de Nokia étaient inférieurs à 6 milliards de dollars. En 2023, Nokia a réalisé un chiffre d'affaires de près de 22 milliards de dollars.
Même si Suri n'est plus PDG, sa stratégie a permis à l'entreprise de se redresser après 17 ans de difficultés. Aujourd'hui, Nokia vaut environ 26,9 milliards de dollars sur le marché. Beaucoup de gens pensaient que Nokia avait disparu, mais elle est toujours active, bien que désormais concentrée sur les technologies de télécommunications, les réseaux mobiles, fixes et cloud, plutôt que sur les smartphones destinés au grand public. Mais pourquoi voit-on encore des téléphones Nokia? Si vous avez récemment aperçu des téléphones portant la marque Nokia, c'est parce que la société HMD Global détient les droits de la marque pour la production de smartphones. HMD paye des royalties à Nokia pour utiliser son nom et certaines de ses technologies de connexion. En d'autres termes, Nokia aujourd'hui développe des produits et services technologiques pour d'autres entreprises, notamment dans la 5G. Pendant ce temps, HMD Global commercialise des téléphones sous la marque Nokia, mais prévoit bientôt de lancer sa propre gamme de téléphones sous le nom NOC, ce qui pourrait signifier la disparition définitive du nom Nokia dans les smartphones. Saviez-vous que Nokia est toujours en activité? Dites-moi en commentaire si vous pensiez que Nokia avait fait faillite ou si vous connaissiez son histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à vous pour être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour soutenir notre travail. Vous pouvez aussi devenir membre pour accéder à du contenu exclusif.